à tous et bienvenue chez moi. Un temps magnifique ce matin. Et je reçois aujourd'hui quelqu'un qui est pour moi quelque chose comme un grand homme et un grand esprit. Oh là là. Quelqu'un que j'admire beaucoup, M. Paul-Louis Martin. Un historien et un anthropologue réputé au Québec pour ses travaux sur le patrimoine rural, sur tout ce qui caractérise le mode de vie des Québécois et leur rapport à la nature. Et vous aurez remarqué que on est assis ce matin sur des chaises berceuses. Berçantes. Berçantes. Nous autres, on disait berceuses. Les berceuses, c'est les chansons, ça, Roméo. Ah oui? Ah, des chaises berçantes. Berçantes. Qui bercent pas très bien, évidemment, dans le gazon, mais c'est un clin d'œil qu'on a voulu vous faire, M. Martin, puisque votre carrière a débuté avec un mémoire de maîtrise en histoire à l'Université Laval. Exactement. Sur la chaise... Berçante. Sur la berçante québécoise. Oui, dirigé par Luc Lacourcière, le fondateur des Archives de folklore. Bon, ça partait bien, alors. Oui, on accuse notre âge. Hein? Et après, vous avez suivi avec un doctorat sur la chasse, et puis la pêche, les cabanes à sucre, tout. Oui. Alors, M. Martin, je vous remercie beaucoup de venir nous rencontrer, puis je suis certain que les gens vont avoir beaucoup de plaisir à vous entendre. C'est un grand plaisir. Est-ce que la chaise berçante, justement, a été le début de votre passion pour la vie des ancêtres en campagne au Québec? Oui, d'une part parce que c'est la première monographie sur un meuble québécois. On est dans les années 68, là, hein? Et donc, c'est l'explosion de l'intérêt pour la culture matérielle au Québec. Il y a Jean Palardy qui vient de publier un livre sur le mobilier ancien au Québec. Il y a Michel Lessard qui s'annonce, si vous voulez, dans sa fameuse encyclopédie des Antiquités. C'est moi qui avais fait la préface, d'ailleurs, hein, de cette brique-là. Et donc, à ce moment-là, étudier un peu la vie populaire, l'artisanat populaire, c'est à la mode. Hein? C'est vraiment là, le réveil du patrimoine québécois. Mais ceci dit, jamais j'aurais cru qu'en étudiant une pièce de mobilier, j'irais aussi loin dans, je dirais, la culture populaire, parce que on se rend compte que la chaise berçante, c'est une invention américaine. Hein? Oui, c'est une invention américaine. Et donc, à ce moment-là, les Québécois ont accepté, ni plus ni moins, la structure, mais ils ont continué d'assembler le meuble avec leur tradition d'origine. Le répertoire des chaises berçantes de l'époque, là, ça c'est le premier ouvrage, le répertoire nous montre comment on a été capable à la fois de continuer de pérenniser une vieille tradition d'assemblage et de prendre la grand-mère décorative à la mode, si vous voulez, des Américains. En d'autres mots, c'est un type de meuble qui explique très clairement l'essence même de la culture populaire québécoise. On est à la fois français et américain. Dans les familles d'autrefois, en campagne, où il n'y avait pas moins d'une dizaine de chaises berçantes. Et c'était aussi des meubles qui étaient très personnalisés. Hein? Alors, il y en avait une pour mes mères, qui était assez basse. Il y en avait une autre pour Pépère, qui était plus grande. Il y en avait une autre aussi pour un vieux qui frottait son allumette. Sur les 300 spécimens que j'ai eu à étudier à cette époque-là, il y avait des encoches pour couper les laines, hein, quand on reprise des chaussures, des chaussettes. Bref, écoutez, c'est un meuble extrêmement personnalisé. On rentre au cœur de la vie des gens, si vous voulez, quand on parle de chaise berçante. Et vous avez continué après avec beaucoup d'autres aspects de la vie quotidienne, la chasse, la pêche, les sucres. Cette maîtrise-là sur les meubles m'a permis d'entrer au ministère des Affaires culturelles. Je vous disais qu'en cette année 1922, là, c'est le centenaire de la Commission des monuments et des sites historiques.
Ils vont fêter ça, je pense, à Québec, là, à l'automne. Ben moi, je suis le dernier employé engagé par la Commission des monuments et des sites historiques. J'avais été engagé au printemps 69 pour faire l'inventaire de la collection Coverdale. Ça, c'était une collection de meubles que le gouvernement de Jean Lesage avait acheté à Tadoussac, si vous voulez, là, pour la sauver de l'expédition aux États-Unis. Et c'est la base de la collection de meubles du Musée de la civilisation aujourd'hui, là. Bref, j'avais été engagé à ce moment-là parce que j'étais à peu près un des rares spécialistes du mobilier québécois. Mais, M. Martin, pour beaucoup de gens de la région et d'ailleurs aussi, je pense, vous êtes le monsieur de la Maison de la Prune. Ben oui. Et la Maison de la Prune est décidément pour vous une histoire d'amour, une histoire de séduction, l'histoire presque de votre vie, oui. En dehors de la vie strictement professionnelle. Pouvez-vous nous raconter comment s'est produit le coup de foudre pour la maison, qui est devenue la Maison de la Prune à Saint-André? C'est ça. Je pense que Roméo, on est arrivé à peu près dans la région, toi et moi, au même moment. Moi, c'était en 73. 75, moi. 75. Moi, en 73, je m'en viens fonder le musée à Rivière-du-Loup. Hein? Je suis le premier directeur fondateur du musée à l'époque, qui s'appelait le Musée d'archéologie de l'Est du Québec. Et 73, si on se rappelle bien, il y avait un petit retour à la terre. Hein? Oui, ça commençait. Ça commençait, là. Les profs de cégep commençaient à s'acheter des fermes en campagne, là. Et à ce moment-là, venant vivre à Rivière-du-Loup, en partant de Québec, on a cherché, on a eu le goût de vivre en campagne, et on a cherché pendant plusieurs mois. Qu'est-ce qu'on pourrait bien s'acheter, là? Moi, j'avais un petit bungalow avec 3 enfants à Québec. Il fallait que je trouve quelque chose quand même d'intéressant dans la région. Et je suis tombé sur cette ferme-là qui était à vendre. Alors, c'est pas rien, là. Écoutez, 3 kilomètres de long du fleuve jusqu'à l'autoroute, une maison de 24 pièces de 1840, 8 bâtiments, bref, et j'ajouterais qu'il y avait aussi 80 cochons, 26 vaches. Ah oui? Puis un tracteur John Deere 12 vitesses. Le tracteur était évalué plus cher que la maison. En tout cas, bref, ça, c'est le début de notre coup de foudre, si vous voulez, pour la région. Alors, j'ai finalement changé ça pour mon bungalow que j'avais à Sainte-Foy. À l'époque, les coûts n'étaient pas comme aujourd'hui. Ah non, c'était... c'est ça. Bref, on s'est installé. Et c'est comme ça que j'ai découvert, donc, dans l'arrière-cour de cette grande propriété-là, une centaine de pruniers sur les 1000 arbres qu'il y avait eu à l'époque du marchand. Parce que la maison avait été fondée, construite en 1840 par un grand marchand rural de l'époque, Siffroy Guéret dit Dumont. On pourrait faire une autre entrevue un jour là, sur les grands marchands de la Côte-du-Sud. Hein? Parce que c'est eux qui ont permis, si vous voulez, tout un développement agricole et architectural aussi. On les connaît toutes, les maisons des marchands. Hein? Vous avez la maison Bertrand, l'Île Verte, celle les Pelletiers, Rivière-du-Loup est disparue, mais il y a celle-ci à Saint-André, Guéret-Dumont. Il y a à Kamouraska, Dionne, Miller. Vous avez à Saint-Denis, bien sûr, les Chapets. À Saint-Roch-des-Aunais, vous avez Morin, à Mme Morin, dont la maison a servi de modèle à la mienne, hein, qui est monumentale aussi. Bref, tous ces marchands-là, là, établis sur la Côte-du-Sud, ont fait prospérer l'agriculture parce qu'ils étaient reliés par goélette avec le marché de la capitale. Hein? Alors, donc, il y a toute une histoire. La Côte-du-Sud, c'est quand même une très vieille région qui a eu un rôle énorme. Non seulement très vieille région, Roméo, mais moi, j'ai fait partie du Centre interuniversitaire d'études québécoises à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et on a publié un atlas historique où on voit que dans la région ici, entre 1830 et 50, c'est la deuxième région agricole en importance après la plaine de Montréal. On oublie ça, là. Oui, tout à fait. On oublie ça, mais c'est parce que
Avec le fleuve, les goélettes, ils sont branchés sur les marchés d'expédition, si vous voulez. Alors, ils expédient des céréales, du lard salé, du bœuf salé, du beurre, le fameux beurre de Kamouraska, puis les fruits, parce que tous ces marchands-là ont un verger. Hein? Alors, moi, mon marchand à Saint-André, il y avait 1000 pruniers. D'où, je reviens à mon histoire, d'où le coup de cœur qu'on a eu. À partir de la centaine de pruniers qu'il y avait, on s'est dit en famille, avec mes enfants, on rétablit le verger. Fait qu'on a commencé, écoutez, en 79. 79, on plantait des pruniers à partir de tous ceux qu'on trouvait à partir des racines, là, parce que c'est une vieille variété. C'est une prune qui est aussi vieille que Jésus-Christ. Hein? C'est une variété spéciale. La prune de Damas. La prune de Damas, introduite par Champlain puis les pères Récollet dans les années 1620. Et puis en Europe, ramenée par les croisés à l'époque des croisades. Fait que, tu sais, quand tu trouves ça dans ta cour, tu fais quoi? Tu laisses pas périr ça. Fait qu'on s'est mis en frais. On a tout restauré. On vient d'avoir un prix, là. Hein? Le prix... Ben oui, j'allais en parler, là, le prix de la revue Continuité. C'est ça. Qui voulait... qui portait sur... L'ensemble de la restauration qu'on a faite, là. Ouais. À la fois la maison, les hangars à grains, le verger, bon, bref, on a tout restauré en famille. Il y a aussi, il y a aussi un caveau là, qui est assez spécial, à ma mémoire. Là. Un caveau à légumes, oui, un caveau à légumes semi-souterrain, là. Puis j'ai une vieille cabane à sucre, une vieille écurie en bois rond. Bref, écoutez, c'est un patrimoine exceptionnel, là. Et on en est bien fiers, puis on s'en occupe. Et là, vous avez été sélectionné comme la 4e merveille du patrimoine architectural bâti. Ouais. Bien, écoutez, ça fait 30 ans que la Maison de la Prune est en opération l'été. Et on a fait des visites guidées là, on a fait partie du réseau des économusées pendant 5 ans. Et là, on recevait des autobus. Là. On a fait des visites. Je peux pas dire le nombre de milliers de personnes, peut-être 4 000, 5 000, qui sont venus et qui connaissent un peu la propriété. Ce qui fait que quand la revue Continuité a fait une enquête auprès de ses lecteurs pour savoir quelles étaient les merveilles du patrimoine bâti, bien, on est tombé 4e. Écoutez, après Passepébiac, après l'Hôpital général de Québec, puis la grande ferme du Cap-Tourmente, la Maison de la Prune. Ça se prend bien. Bien, c'est un accomplissement très intéressant. Bien sûr, bien sûr. Vous vous êtes intégré beaucoup à la région ici. Vous avez publié des guides sur la région. Oui, des carnets de Kamouraska aussi. C'est un beau livre, ça. C'est ça. Des carnets. Et puis, ben, j'ai été maire. Ben oui, c'est ça que je voulais en venir là. Vous avez même osé vous faire élire comme maire à Saint-André. Mais ça a commencé par un comité de développement. Ça, c'est essentiel. Hein? Oui. Il y a des élus, là, mais à côté, il faut qu'il y ait du monde aussi, des gens qui s'impliquent. Puis nous, on s'est impliqués avec 3 ou 4 autres personnes là, pour un comité de développement. Puis ça a fini qu'on a été élus après ça. Qu'est-ce que cette expérience-là vous a laissé et qu'est-ce que vous a permis de réaliser? Parce que c'est pas simple quand on n'est pas originaire de la région directement, qu'on ne fait pas partie de la vieille gang, d'entrer dans le cercle des maires et des municipalités. Oui, vous avez raison. C'est toujours difficile d'être intégré, là. Sauf que moi, j'avais 3 enfants. J'en ai perdu un frappé par la foudre à l'île aux Pommes en 89. Mon fils aîné travaillait sur l'île aux Pommes, il plantait des arbres. Et il a été frappé par la foudre avec son collègue. Et à ce moment-là, en 89, nous, même si j'avais encore une maison à Québec, parce que je travaillais à Québec, on a décidé de prendre un caveau, pas un caveau, un terrain au cimetière de Saint-André. Et à partir de ce moment-là, je vous dirais, c'est quasiment le prix du sang, je dirais, là. Ouais. Quand tu as décidé
que tu allais appartenir à ce territoire-là, que tes enfants, puis toi, plus tard, tu vas avoir ton carré au cimetière. Là, peut-être que les attitudes changent un petit peu. C'est de l'anthropologie dont on parle. Là, hein? Et donc, à ce moment-là, on a senti qu'on appartenait à la région. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu quand même plus tard des difficultés là, relationnelles. Bon, ça arrive, là, mais quand on est maire, on a rarement des amis partout. Hein? Ouais. Bien, vous êtes tombé à une période très intense parce que c'est sous votre règne, je dirais, comme maire, qu'ont eu lieu tous les travaux d'aqueduc, d'électricité. D'électricité, mais aussi on a fait, bon, comment dire, moi je vous dirais que mon expérience à la municipalité, c'est que tu touches au doigt, du doigt, la très grande misère d'action que tu peux posséder. Hein? C'est incroyable le peu de moyens qu'on a en tant que municipalité, si vous voulez. Une fois que tu as géré là, les besoins de base, l'eau, l'aqueduc, les déchets, le déneigement, là, il te reste quasiment rien, comprends-tu, de moyens financiers pour agir. Nous, à ce moment-là, on avait voulu, on prévoyait déjà, là, on est en 2004-2005, on prévoyait déjà là, la hausse des niveaux d'eau et j'aurais voulu commencer à déplacer le village. J'aurais voulu commencer, on avait parlé de ça au comité de développement, il y avait déjà des maisons sur les côtes en haut, puis on aurait voulu se doter d'un programme pour tranquillement, si vous voulez, éloigner le village. Éloigner un peu le village. De la rive. Oui, parce qu'il y a eu des inondations parce que c'est protégé uniquement par les aboiteaux. Hein? Ouais. Et en 2010, d'ailleurs, on a eu raison, le village a été envahi d'eau. Hein? Ceci dit, je reviens à ce qu'on a pu faire. Oui, on a fait le petit phare qui est sur la route du quai. C'est le seul endroit où on était propriétaire, la municipalité. On a fait la même chose au carrefour de la route 289. On a fait un petit parc qui est lié à la route des frontières, là, qu'ils appellent dans ce coin-là. Ensuite, la Madone, le petit parc de la Madone. Alors, vous voyez, tout ce qu'on a pu faire avec des moyens, c'est encore là aujourd'hui. Comme on dit, ça enjolive un peu, si vous voulez, le milieu. Mais quand même aussi, je pense qu'il faut le mentionner, au moment de la réfection de tout le réseau d'égouts, on a réussi à la municipalité, si vous voulez, à convaincre les gens d'enfouir les fils. Ça, je vous dirais... C'est un cas unique. C'est unique entre Saint-Antoine-de-Tilly puis Gaspé. C'est le seul village où on a réussi à faire enfouir les fils. Je pourrais vous raconter, là, c'est drôle, je pourrais vous raconter là, comment est-ce qu'on a procédé à ce moment-là. On a eu évidemment à convaincre les gens. Fait que la première réunion d'information pour estimer un peu la réception qu'on avait des gens, là, il m'arrive évidemment des gens au moment de la réunion. Le premier intervenant, après avoir exposé le projet, le premier intervenant qui lève la main, il dit « Vous, là, M. Martin, là, il dit, vous êtes écolo un peu, hein? » Je dis, oui, on était un peu, oui. Mais il dit, savez-vous que si on enlève les fils, là, les petits oiseaux, ils vont se percher où? Fait que là, non, là, tu comprends que dans une salle, quand tu as à gérer une salle, puis que tu as quelqu'un comme ça qui commence, qui met tout le monde de son côté, hein? C'est pas facile. En tout cas, tout ça pour dire que la première réunion, ça n'a pas marché. Les gens n'en voulaient pas. Parce que
Et là, on avait été mal conseillé, je vous dirais, de Québec, là, parce qu'on avait simplement envisagé une hausse du taux des taxes, de la taxe foncière. Or, c'est bien évident que ça ne pouvait pas être équitable parce que les gros cultivateurs des rangs en arrière, eux autres là, ils allaient payer 2 fois plus que les gens du village avec la hausse des taxes foncières. Fait que là, tout s'est arrêté. J'ai repris l'affaire parce que j'ai dit, il doit bien y avoir un autre moyen. Puis effectivement, là, il y a quelqu'un qui nous a proposé un montant fixe, 50 $. Pour tout le monde. Donc, ça va être équitable. Là, on a fait un référendum, enfin, une consultation pour éventuellement faire un référendum. Et on est arrivé à 3 votes, à 3 votes de toute perdre l'affaire. Hein? Il était 7 heures ce jour-là, tout le monde avait signé, puis là, il manquait 3 votes, et autrement, l'affaire allait tomber. Finalement, en tout cas, on a réussi. Bref, c'est ça. C'est le seul village où les fils sont enfouis entre Saint-Antoine et Gaspé. C'est pas rien. Parce que c'est un peu ce que vous dites, la faiblesse des moyens des municipalités et la centralisation du pouvoir au Québec et des finances et des contrôles. Désolant, on n'a pas de moyens. Mais en échec, beaucoup de volonté populaire qui est de plus en plus marquée. Oui. Désolant. Moi, j'aurais voulu, là, on n'avait pas de promoteur là, à l'époque, j'aurais voulu là, acquérir des morceaux sur les côtes. Il y avait déjà des terrains à vendre, mais là, t'es pas une cité, hein? Les cités, eux autres, ils ont des moyens. Quand t'es une vraie... Mais quand t'es une municipalité de village, t'as pas de moyens. Vous avez aussi créé un organisme qui allait un peu dans le même sens, Ruralis, qui vient d'ailleurs de fermer ses portes. Ben oui. Est-ce que c'est important pour vous, ça, Ruralis? Oui, je suis un cofondateur avec Michael Schmutt, que vous connaissez sûrement. Qu'on va recevoir bientôt. Ah oui, bon, avec Michael, on s'était démené un peu avant dans un autre organisme, là. Je me souviens plus comment ça s'appelait. Héritage Kamouraska. Oui, quelque chose du genre, là, en tout cas. Puis là, finalement, on a fondé Ruralis. Ça a bien marché quand même, Ruralis. Là. On a fait beaucoup de choses. Ça a eu de l'impact au niveau provincial. Ça a eu de l'impact, sauf que là, ben, écoutez, c'est jamais facile, là. Le plus beau programme qu'on a mis sur pied, c'est le programme de restauration des petits patrimoines. On s'était dit, à un moment donné, on va commencer par là. Dans le paysage, il y a plein de petits bâtiments, des laiteries, des hangars, des remises, des hangars à bois, bon. Et écoutez, ça a marché pendant 6 ans, je pense. Un tiers. Un tiers pour restaurer un petit bâtiment, là. Un tiers de la part du propriétaire, un tiers de la municipalité, puis un tiers de la MRC avec son fonds d'initiative culturelle. On a restauré comme ça 80 petits bâtiments partout. Là, surtout qu'il y avait déjà un esprit un peu à ça, tu sais, parce que moi, je viens du Lac-Saint-Jean, il y a très peu de patrimoine ancien. Et ici, je suis frappé, j'ai toujours été frappé dans la région, comment les moindres petits bâtiments en arrière, tout ça, ont de la gueule, ont une allure, et quand ils sont bien entretenus, ils sont magnifiques. Mais c'est ça, mais c'est l'héritage d'une activité agricole exceptionnelle, là. Tu sais, quand je disais qu'on était la 2e région en importance sur le plan agricole, c'est pas pour rien que la première école d'agriculture a été fondée à la Pocatière. Qui est un peu en voie de disparition, hein, avec l'agriculture moderne. Oui, bien, écoutez, l'agriculture, c'est devenu une industrie agricole, une industrie, un capitalisme agricole, là. Moi, passé un certain seuil, là, je considère que ce n'est presque plus de l'agriculture, c'est de l'investissement capitaliste. C'est de l'industrie. L'industrie, exactement. Sans trop d'égard aux éléments fondamentaux de production, les sols. Souvent, même à ceux qui le gèrent, parce que ce sont souvent encore des familles, mais qui sont obligées actuellement de jouer le rôle de grands financiers. Oui. Et bon, écoutez, on est en Amérique, c'est toujours... comment dire, là, la valeur de la nouveauté. La valeur de la nouveauté, c'est quelque chose de fondamental en Amérique. Hein?
si tu n'es pas à la mode, là, si tu n'as pas la dernière... Là, le progrès. Le progrès, là, la notion de progrès est hégémonique. Est ancrée profondément. Alors, si tu fais ton agriculture, tes travaux avec un vieux tracteur, un tracteur de 5-6 ans, tu n'es déjà plus à la mode. Là. Ça te prend la grosse machine. On arrive déjà à la fin de notre conversation. J'ai envie, pour terminer, de vous demander, parmi toutes les travaux, mettons de côté la Maison de la Prune, là, qui n'est pas une publication, mais vos ouvrages, lequel pour vous est le plus précieux, dont vous êtes le plus fier? Le plus précieux, peut-être que tu ne le connais pas, Roméo, c'est À la façon du temps présent. 3 siècles d'architecture populaire au Québec. Ça, c'est une étude que j'ai amorcée avec 5 étudiants à l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est l'histoire de la maison au Québec, l'histoire de l'habitation. Et il y a là-dedans des éléments absolument fondamentaux là, que les gens ont oubliés. Ça a été publié aux presses de l'Université Laval en 1999. Ça a reçu la médaille Luc Lacourcière du meilleur ouvrage d'ethnologie en Amérique du Nord. Et c'est l'histoire de la maison. Si nos maisons se sont soulevées de terre à partir du tournant du 19e siècle, c'est à cause de l'arrivée des patates. Hein, qu'on a commencé à mettre les patates dans la cave avec le bois de chauffage. Et si on a une belle courbe comme ça, là, hein, les toits de maison, bien, c'est l'influence chinoise, OK? Ah oui? Oui, absolument, c'est l'influence chinoise parce que les colonisateurs britanniques arrivaient d'Asie et c'est eux qui, autour des chutes Montmorency, entre autres, avec la Villa Kent, là, ont commencé avec un toit à la chinoise avec une galerie qui fait tout le tour. Alors, on a copié, si vous voulez, c'est un peu comme la chaise berçante. Là. Ouais. On a gardé nos façons de construire, mais on s'est mis à la mode, à la dernière mode, en empruntant les courants à la mode. Bien, écoutez, on va aller chercher ça, ce livre-là, puis on va lire ça, puisque vous nous le conseillez, puis effectivement, ça a l'air très intéressant. 400 pages de grand intérêt, mon ami. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci aussi à l'équipe de tournage. Et, chers amis, la semaine prochaine, soyez là. On aura un autre invité qui nous surprendra, comme M. Martin l'a fait.